Punchline, 18h-19h. Stéphanie Demuru sur CNews et Europe 1. En l'occurrence, sur Europe 1 avec Hélène Rouet, journaliste au JDD, Charlotte Dornelas, responsable des pages société du JDD, et Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. On va parler de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, qui estime qu'il n'a pas de chance, pas de peau, puisque son livre, et surtout le 7 octobre, a gâché la promotion de son livre. On en parle dans quelques instants, mais on va surtout parler avant tout de l'Iran. Est-ce qu'on va vers des frappes imminentes américaines en Iran? En tout cas, la tension est palpable entre Washington et Téhéran. On a franchi un nouveau palier. Donald Trump a assuré hier que l'armée américaine déployée au Moyen-Orient était prête et capable de frapper Téhéran, tout en laissant planer le doute sur ses intentions. J'espère ne pas devoir utiliser la force, dit le président américain. Bonsoir Emmanuel Razavi. Bonsoir, merci de me recevoir. Et je rappelle que vous êtes grand reporter franco-iranien, spécialiste du Moyen-Orient, auteur de l'ouvrage La face cachée des Mollahs, le livre noir de la République islamique d'Iran aux éditions du CERF. Évidemment, on se pose tous la question de savoir ce soir si les frappes vont être imminentes. Vous, quel est votre regard sur les derniers développements, Emmanuel Razavi ? Alors en tout cas, je dirais qu'on n'a jamais été aussi près, si vous voulez, d'une frappe. Si on regarde le déroulement, en fait, des événements là depuis ces dernières semaines, il y a quand même, il faut l'expliquer à nos auditeurs, il y a quand même des négociations qui se poursuivent. Le ministre des Affaires étrangères iranien disait encore aujourd'hui qu'il était prêt, que le régime iranien était prêt à faire des concessions sur le nucléaire. Alors évidemment avec une part de mensonge. Il faut bien comprendre que il racontait que l'Iran, la République islamique d'Iran, n'avait jamais eu le projet de développer l'arme nucléaire. Oui. On sait aujourd'hui par des rapports que c'est entièrement faux. Évidemment qu'il y a un projet de bombe nucléaire en Iran, avec un risque réellement qu'ils s'en servent. Il faut quand même regarder ce que le régime iranien, ce que la République islamique d'Iran a commis comme massacre de masse ces dernières semaines. On parle de dizaines de milliers de gens qui ont été tués à la fois, je dirais, par ces milices, gardiens de la révolution, Basij, mais aussi par des milices importées, je dirais, de l'étranger, du Liban, d'Irak ou d'Afghanistan. C'est un régime qui est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, et c'est important de l'entendre, c'est que si au début de la révolte, les chefs des oppositions iraniennes, quels qu'ils soient, je parle des oppositions ethniques comme des oppositions politiques, de gauche, libérales, de droite, monarchistes, n'étaient pas très favorables à une intervention américaine. Aujourd'hui, majoritairement, ils le sont, parce qu'évidemment, face à ces massacres de masse, ces crimes contre l'humanité, crimes de guerre, qui ont eu lieu en Iran, on comprend bien que ce régime, pour se maintenir, va continuer, si vous voulez, à perpétrer l'horreur, à persécuter, sa population, et que donc le seul moyen, a priori, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, je vous répète ce qui m'est dit par les responsables des oppositions, que le seul moyen, si vous voulez, de faire face à ça, serait une intervention américaine, voire américaine et israélienne. Alors qui pourrait quand même déstabiliser tout le Moyen-Orient. Ou pas. Et pas que. Vous avez aujourd'hui, et c'est moi mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, le régime des Mollahs déstabilise le Moyen-Orient. Je vous rappelle que c'est quand même la République islamique d'Iran qui finance par exemple le Hamas, le FPLP à Gaza, qui ont perpétré le pogrom du 7 octobre 2023. C'est encore une fois la République islamique d'Iran qui finance pour partie le Hezbollah. Si vous voulez, la République islamique d'Iran, depuis 1979, depuis son avènement, forme, arme des milices terroristes à travers tout le Proche et le Moyen-Orient qui déstabilisent. Donc aujourd'hui, il faut être très clair. Moi, si vous voulez, je suis un des rares journalistes français, je le regrette, à interviewer les chefs des oppositions iraniennes, d'accord ? Et j'ai interviewé ces derniers jours le chef du parti central d'Azerbaïdjan iranien, j'ai interviewé les chefs des partis kurdes, donc les partis, si vous voulez, ethniques, mais j'ai aussi donné la parole à Reza Pahlavi pour le Figaro Magazine, à des chefs de partis libéraux. Tous. Et c'est important de l'entendre, parce que je n'entends pas ça sur certaines chaînes de télévision, de la bouche de certains prétendus experts. Tous disent qu'ils sont favorables à la mise en place d'un gouvernement de transition démocratique, laïque, qui protégerait les minorités ethniques, évidemment. Ils ne veulent pas de partition. J'ai interviewé, je vous l'ai dit, le chef des Kurdes pour le Figaro Magazine, le chef des Kurdes du Comala, le parti historique kurde iranien. Il dit lui-même qu'il ne veut pas de partition. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il faut faire confiance, je le crois, à ces oppositions iraniennes,
iranienne qui montrent leur maturité. Il y a parmi les états-majors, alors peu importe qu'elles soient de gauche, de droite, royalistes, c'est qu'on voit bien que leurs états-majors, en tout cas moi je le vois pour les côtoyer depuis des années, leurs états-majors sont extrêmement bien formés. Elles ont un programme, pardonnez-moi, de transition, pour un gouvernement de transition, et ont conscience que si jamais le régime venait à chuter, il faut immédiatement faire en sorte d'assurer la continuité en fait de l'État, du fonctionnement, si je puis dire, en fait, de l'État et des infrastructures. Alors, c'est vrai que rare Emmanuel au Moyen-Orient, Razavi, je le souligne. avant que le régime chute et de penser à la transition, c'est vrai que là, il se joue plein de choses en ce moment. On entend que la Turquie propose son aide. Alors apparemment, il y a un vol qui est le plus suivi sur Flight Radar, c'est le vol avec manifestement une partie du gouvernement iranien qui volerait en ce moment même vers Moscou. Alors, on ne sait pas si c'est une fake news ou pas, mais vous en pensez quoi, vous ? Non, mais ce qui est certain, alors vous avez raison, évidemment, avant de penser à la chute, il faut déjà penser à ce qui se passe actuellement. Actuellement, le régime est fracturé. Il y a des oppositions, les oppositions depuis des années, elles sont extrêmement profondes, entre les conservateurs, les réformateurs iraniens. Les conservateurs, ils s'inscrivent, si vous voulez, dans le modèle de la révolution islamique de 1979. Les réformateurs, c'est plutôt des cercles d'affairistes mafieux impliqués dans des trafics, pour certains d'entre eux, d'art, de drogue, d'armes, etc. Une partie d'entre eux, et vous avez raison de le souligner, effectivement, ont déjà préparé en fait leur fuite vers des pays en fait comme la Russie. C'est tout à fait vrai. À savoir s'ils sont déjà dans l'avion ou dans un avion pour y aller, ça je ne le sais pas. Mais en tout cas, le scénario, on le connaît, il est tout à fait réaliste et on le sait par différentes sources, qu'elles soient d'ailleurs des sources à l'intérieur du régime comme des sources du renseignement, des renseignements occidentaux. Mais tout ça montre bien la fragilité en fait de ce régime qui réprime d'ailleurs parce que regardons le contexte aujourd'hui économique en Iran. Vous avez 2/3 du pays qui n'a plus accès à l'eau potable. Vous avez plus de 2/3 de la population iranienne qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Il n'y a presque plus d'électricité. Enfin, ce pays s'est effondré. La monnaie n'a plus de valeur, vous le savez. C'est aussi l'une des raisons d'ailleurs de ces manifestations de masse. C'est pas la seule évidemment. Tous ces mouvements de révolte, ils s'inscrivent dans un temps long. Ils prennent leur origine il y a très longtemps. Donc on est face à un pays, si vous voulez, qui est ruiné, qui est failli et qui ne tient que par une répression qui est violente. Vous avez vu, on parle de tragédie, de boucherie. Je n'ai pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, je vois pas en quoi le fait que ce régime reste en place assurerait la stabilité en fait du Moyen-Orient. C'est plutôt le contraire. Il faut que ce régime change, à mon sens en tout cas, et je connais bien la région, et peut-être parier sur ces oppositions iraniennes, démocratiques et laïques, évidemment, mais elles sont majoritaires dans l'opposition. Merci beaucoup Emmanuel Razavi d'avoir été avec nous, grand reporter franco-iranien spécialiste du Moyen-Orient et auteur de l'ouvrage La face cachée des Mollahs, le livre noir de la révolution islamique d'Iran aux éditions du CERF. Merci d'avoir été avec nous. Victor Hérault, alors moi je voulais vous faire réagir plutôt sur l'aspect politique, la répercussion politique française. Alors on a Sébastien Lecornu effectivement ce soir qui n'est pas forcément optimiste sur les heures qui vont venir, pas forcément optimiste. Alors ça dépend de quel point de vue on se place, parce qu'Emmanuel Razavi a l'air de penser que c'est une bonne chose, qu'il n'y aura pas forcément une grosse déstabilisation. Sébastien Lecornu qui dit nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle escalade. C'est vrai qu'on peut la craindre quand même, Victor Hérault, sur les conséquences, en tout cas sur... Moi, je crains complètement l'escalade. Je précise d'abord qu'évidemment, il faudrait que le régime des Mollahs s'effondre et que le gouvernement suivant soit stable. Ça, on est d'accord. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut voir comment c'est fait. Je ne fais pas confiance, et je le dis, aux Américains pour faire cela. À chaque fois que les Américains sont intervenus quelque part dans le monde, ça s'est toujours mal fini. Bon, il se trouve que ce sont qui ont la plus forte frappe possible, mais je n'ai pas critiqué Bush et Obama pour pouvoir dire félicitations à Trump de faire exactement la même chose. Donc ça c'est dit. Maintenant, ce qui est de la France, et j'étends même le débat à l'Europe, il est urgent que l'Europe prenne franchement sa part dans cette discussion, parce que regardez, lorsqu'on parle de la Turquie qui joue le médiateur aujourd'hui, pourquoi est-ce que la Turquie joue le médiateur ? Parce que c'est un pays voisin de l'Iran qui n'a surtout pas intérêt à ce que l'escalade mène à une guerre ou à des frappes. 500 km de frontières communes avec l'Iran. Qu'est-ce qui va se passer si jamais l'Iran est frappé ? Des milliers, des centaines de milliers d'Iraniens qui iront en Turquie. Ces Iraniens, est-ce qu'ils s'arrêteront en Turquie ? Moi, je ne pense pas.
Moi, je pense qu'ils vont passer par la Turquie, qu'ils vont arriver vers l'Europe. Donc je pense qu'il est très important, ne serait-ce que pour cet aspect migratoire, qui est peut-être un détail dans toute cette discussion, mais que l'Europe prenne vraiment sa part dans cette discussion-là et ne délègue pas systématiquement, comme on l'a toujours fait ces dernières décennies, aux Américains le rôle d'être le gendarme du monde, je ne sais quoi. Il faut que les Américains s'enlèvent cette idée de la tête et que l'Europe prenne davantage sa part dans les négociations mondiales. Alors c'est vrai que c'est un peuple qui est opprimé aussi, là, pour évidemment. le coup. Il faut quand même bien insister là-dessus, que c'était pas évidemment le même cas aussi que la guerre en Irak, avec ces pseudo-armes de destruction massive. Voilà, on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure, Hélène Roué. Je suis d'accord sur le constat, l'Europe doit prendre sa part, mais c'est vrai que c'est très difficile, c'est-à-dire comment ? C'est-à-dire, est-ce que oui, l'Europe peut aller plus loin en fermant les ambassades ? Ça c'est vrai. L'Europe peut fermer les ambassades. Emmanuel Macron, au tout début, effectivement, de la répression, s'est fendu d'un communiqué vraiment très laconique, fait avec la Grande-Bretagne et l'Allemagne, qui était assez désolant. Maintenant, bon, on peut saluer, effectivement, il y a quand même l'Union européenne qui vient de classer les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. C'est un premier pas. Je regrette qu'il soit arrivé aussi tardivement, parce que bon, les États-Unis, le Canada, l'Australie n'avaient pas attendu pour le faire. C'est déjà quand même un pas. Ça veut dire que ça va être plus simple de geler les avoirs, de geler les biens, effectivement, de cadres des Gardiens de la Révolution. C'est déjà un premier pas. C'est bien. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Il faut maintenir la pression économique sur ces dirigeants-là. Il faut fermer les ambassades. Et vous l'avez dit, une intervention militaire française, ce serait formidable, hein. On n'a pas les moyens une seconde. Ah oui, là, on a déjà du mal à s'organiser manifestement sur le budget. Donc malheureusement, là, pour l'instant, en l'état, on peut rien. Et l'Ukraine. D'ailleurs, à ce propos, assez intéressant ce sondage aujourd'hui Opinionway pour Politics. C'est vrai que souvent les Français commentent qui sera crédible face aux dirigeants imprévisibles du monde comme Donald Trump ou Vladimir Poutine. Eh bien, c'est Jordan Bardella, malgré son jeune âge justement, qui arrive en tête. 35% d'entre eux place le président du Rassemblement national suffisamment crédible pour faire face à des dirigeants comme Trump ou Poutine, devant Édouard Philippe 30%, Bruno Retailleau 26% ou Gabriel Attal 23%. Vous, le journaliste politique, ça vous étonne, Victor Hérault ? Alors, au risque de vexer peut-être certains de nos auditeurs, c'est un chiffre qui me surprend énormément. Ah oui. Énormément. Du fait de son jeune âge, je ne mets pas simplement le jeune âge, je mets également l'inexpérience. C'est pas une critique que j'aimais vis-à-vis de Jordan Bardella. Enfin, si, c'en est une, mais je veux dire, c'est... Je rappelle que Victor Hérault a 25 ans. Oui, mais je n'aspire pas à être président de la République, ni à négocier face à Donald Trump. Je ne dis pas que Jordan Bardella n'a pas les épaules face à Donald Trump. Je dis, ça m'étonne qu'il devance des personnalités, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, comme Édouard Philippe, comme Bruno Retailleau, etc. Je pense que d'ailleurs aujourd'hui le personnel politique français est assez faible dans sa globalité face à des empires et des dirigeants comme Trump et comme Vladimir Poutine. Je pense qu'on n'est même pas dans la prédisposition mentale de pouvoir discuter avec ces gens parce qu'on ne se voit pas nous-mêmes comme un empire. Tout ça, c'est vrai pour l'entièreté de la classe politique. Maintenant, Jordan Bardella, qui n'a jamais exercé de fonction. Alors, personne n'a jamais été président de la République avant de le devenir, ça je suis d'accord. Mais je veux dire, il n'a même pas été ministre ou quoi que ce soit. Considérer que c'est le plus à même de pouvoir discuter avec Donald Trump ou avec Vladimir Poutine, je trouve ça un petit peu osé. Alors maintenant, est-ce que c'est pas simplement calquer sa préférence pour Jordan Bardella à toutes les compétences qu'il est amené à remplir Faites la discrimination anti-âge, là, non, mais c'est pas seulement là. Je mets vraiment l'accent sur l'expérience. Ça va de pair. Ça va de pair en général, oui. Non, mais je pense qu'en effet, c'est qui vous voulez de voir devenir président de la République, Jordan Bardella. Donc tout ce qui va avec le président de la République, la réponse est Jordan Bardella. Je pense que c'est aussi simple que ça. Et par ailleurs, la question qui se pose, c'est pas tellement. Précise, c'est vrai, la question sur qui. Non, mais je sais qu'elle était précise. Dans la réponse, je pense que l'élan de la réponse correspond. Mais simplement, la question qui se pose, au-delà de savoir qui serait le plus à même de discuter, c'est savoir avec quels arguments vous discutez. Et là, la question se pose au-delà de la personne. C'est qu'est-ce que la France est capable de dire justement dans un dossier pareil, et qu'est-ce qu'elle est capable de vouloir aussi, parce que en effet, la question de l'implication, c'est vrai que l'Iran a déstabilisé, notamment par le financement de beaucoup d'organisations la région, mais ces organisations ont été rejointes aussi par des milliers de gens exaspérés par les interventions américaines. Donc vous voyez, il y a beaucoup de déstabilisateurs qui s'additionnent parfois dans la région. C'est une région à la fois éruptive et extrêmement compliquée. Et en effet, je pense que tout le monde souhaite le bien et la liberté du peuple iranien dans les prochaines années, mais il est normal qu'il y ait des discussions sur ce qu'il est possible de faire. Et on ne peut que espérer, bien évidemment. Et on ne peut que espérer que les Iraniens passent à côté de la guerre, très honnêtement. Bien sûr. Et on rappelle quand même aussi que le Qatar, même Israël, avait freiné
condamné Donald Trump il y a quelques semaines, enfin il y a même quelques jours. Donc affaire à suivre, en tout cas on va suivre ça avec attention parce que manifestement les choses bougent et la tension monte à l'heure où l'on parle.